webinaire Le Hibou. Donc pendant que tout le monde est en train de se connecter, voilà, on va démarrer doucement cette nouvelle session, donc qui portera aujourd'hui sur le sujet du Web3. Et pour aborder ce sujet, donc on a invité deux personnes de la société Capital qui vous diront tout sur ce sujet-là. Premier détail un petit peu plus technique, donc vous voyez que vous avez un chat sur votre droite normalement et vous pourrez poser toutes vos questions dans ce chat. Et il y a un deuxième onglet aussi qu'on activera, c'est le polls, puisqu'on a prévu quelques petits sondages en live qu'on vous proposera au fur et à mesure et on vous préviendra quand on les lancera. Donc je souhaite bonjour à tout le monde et la bienvenue. Et pour démarrer, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, qui se sont inscrits récemment sur la plateforme, je vais vous reparler 2 petites minutes de Le Hibou. Pour les autres, ce sera une redite. Donc nous, Le Hibou, on a une plateforme qui est dédiée aux freelances dans le domaine de la tech et de l'IT. Et on met en relation donc des experts de ce domaine avec principalement des grands groupes qui ont des gros sujets de transformation digitale. Et donc, on est plutôt spécialiste de la mission longue en régie dans ces groupes-là. Et un petit peu partout en France. On a des missions, bien sûr, en Île-de-France, mais aussi dans la région ouest, sud-ouest, est, etc. Donc, vous voyez sur la carte la répartition de nos bureaux, de nos présences physiques. On est aussi présent en Belgique et depuis peu aussi au Canada. Vous êtes un petit peu plus de 90 000 aujourd'hui inscrits sur notre plateforme et on s'en réjouit parce que voilà, c'est des croissances qui sont assez exponentielles chaque année. Le freelancing est un sujet, en tout cas, qui a le vent en poupe depuis quelques années. Et on a à cœur d'animer donc notre communauté de freelance en proposant régulièrement ces sessions de webinaires, d'informations sur différents sujets qui peuvent vous intéresser dans votre quotidien de travailleurs indépendants. Et donc aujourd'hui, c'est le sujet du Web3. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet. Et donc, on a François et Benjamin de Capital qui sont aujourd'hui ici pour aborder ce sujet-là. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous. Je suis François. Merci Guénel. Merci Guénel, merci à tous. Merci Guénel, merci aux équipes du Hibou de nous convier à ce webinaire. On est ravis d'être avec vous. Merci également à vous tous qui êtes connectés à l'heure du déjeuner. On est également ravis. Donc, effectivement, pour entrer dans le vif du sujet, on vous propose d'ores et déjà un premier sondage, le Web3, tendance ou révolution. Donc, avoir un petit peu votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que c'est une simple tendance ou est-ce que effectivement c'est une révolution de fond? Et on vous reposera la question un peu plus tard pour voir si votre avis a évolué. En attendant, je laisse la parole à François qui va vous présenter un peu plus en détail nos parcours respectifs et pourquoi on a créé Capital. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis François. Avec Benjamin, nous sommes consultants freelance depuis plus de 15 ans dans le domaine de la gestion de la relation client. Et depuis quelques années, donc depuis 2020, nous nous sommes intéressés au concept du Web3 et à la technologie blockchain pour en extraire les opportunités et les partager. Donc, en parallèle de ça, nous nous sommes formés et nous avons obtenu une certification blockchain et finance décentralisée. Comme vous, en fait, on est freelance et entrepreneur et on a une appétence pour la tech et l'innovation. Et il nous a semblé vraiment pertinent, en fait, suite à nos échanges avec le Hibou, de proposer ce webinaire. Et à travers ce webinaire, nous avons souhaité aussi vous faire un retour d'expérience pour que vous aussi, vous puissiez profiter des opportunités qu'offre le Web3. Tout à fait, merci François. Alors, donc, dans un premier temps, on va essayer de répondre à cette question de savoir si c'est une tendance ou une révolution. Ensuite, on verra ce que ça va apporter le Web3 à la fois dans votre carrière de freelance, des missions qui pourraient être proposées par vos clients ou vos futurs prospects, comment vous allez effectivement aussi tirer avantage du Web3 au quotidien en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur. Et puis, en dernier lieu, avant une phase de questions-réponses,
on verra comment bénéficier également de l'investissement dans le Web3. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra soit à la volée, soit plus tard dans la phase de questions-réponses. Les avis sont assez partagés, hein, finalement. On a 55% tendance et 45% révolution. En effet. Donc, on va voir si la tendance s'inverse. Alors, pour savoir si le Web3 est une tendance ou une révolution, je vous propose de revenir quelques années en arrière et de retracer l'histoire du web. Donc, dans les années 95, on a le Web 1. C'est finalement quiconque a un PC et un modem, un accès Internet, pouvait donc aller consulter des sites et des pages web. Et en revanche, pour pouvoir exposer du contenu, il fallait plutôt avoir un profil technique, des compétences particulières, notamment être webmaster. Donc, on était plutôt dans un flux unidirectionnel. Dans les années 2005-2006, c'est l'avènement des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, où là, on n'a plus forcément besoin de ces connaissances techniques pour exposer du contenu, mais on crée des images, des vidéos, et on peut, au travers de ces plateformes centralisées, et j'insiste sur ce terme centralisé, parce que c'est assez important dans le cadre du Web3, eh bien, au travers de ces plateformes centralisées, on va pouvoir mettre effectivement en relation des créateurs de contenu, d'informations et des consommateurs de ces contenus-là. Le défaut de ces plateformes, c'est soit énormément de publicité ou d'ailleurs, les deux peuvent se cumuler, également des revenus. Les revenus qui sont générés vont surtout dans les poches de ces acteurs, de ces plateformes, et pas forcément dans celles des créateurs de contenu. Pour pallier à ce défaut, depuis les années 2018, 2019, 2020, peu avant le Covid, est apparu le concept de Web3, qu'on appelle aussi Internet de la valeur, où là, les utilisateurs et les créateurs vont être propriétaires de leur contenu au travers, et proposer ces contenus-là au travers d'une infrastructure décentralisée, notamment soutenue par la blockchain. Donc la blockchain, c'est 3 composantes. C'est l'aspect décentralisé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe qui gère le pouvoir, comme peuvent le faire les Facebook, les Twitter, avec des possibilités de censure ou d'arrêt de compte. Donc c'est vraiment l'aspect décentralisé. C'est l'aspect sécurisé grâce à la cryptographie. Et c'est l'aspect également transparence, puisque quiconque a accès au réseau d'une blockchain peut consulter l'information qui est stockée dessus. Et donc, on parle d'Internet de la valeur parce que ceux qui vont créer du contenu, je ne parle pas du contenu en tant qu'influenceur, mais vraiment tout type d'informations que l'on peut retrouver sur le web, on peut penser à Wikipédia par exemple, tous ceux qui vont créer du contenu vont créer réellement de la valeur et peuvent en retour en détenir, récupérer une rémunération plus ou moins importante provenant des consommateurs de contenu. Un autre élément pour voir que le Web3 n'est pas une simple tendance, c'est qu'on est sur un marché en pleine croissance. Il faut savoir que le Web3, il y a plusieurs composantes. Il y a notamment le métavers, dont on a beaucoup parlé pendant le Covid. Donc, on entend moins parler aujourd'hui, mais malgré tout, une entreprise comme Meta, donc Facebook, continue d'investir sur ces aspects-là. Et on estime que d'ici 2030, les revenus du métavers seront de l'ordre de 4 000 milliards de dollars. D'autre part, une autre composante du Web3, c'est les assets digitaux. Donc, derrière assets digitaux, on va parler de crypto-monnaies, de crypto-actifs et éventuellement de NFT. Donc, on voit d'ici à la fin 2023, on avait 580 millions d'utilisateurs d'assets digitaux. On prévoit une augmentation de plus de 50% d'ici la fin 2024, donc c'est dans 6 mois. Et le marché, la capitalisation des assets digitaux est de 2500 milliards de dollars, ce qui est comme ça, si c'est dans nos poches, ça pourrait paraître très important, mais c'est rien au regard de la capitalisation boursière mondiale. L'autre facteur à prendre en considération, c'est les projets de marque NFT. Donc,
Vous avez encore une fois, je fais un rappel au Covid avec les têtes de singe qui étaient vendues à prix d'or. Ce n'est pas que ça, les NFT. Les NFT, on va le voir dans les cas d'usage que vous présentez, François. On a vraiment une utilité derrière, notamment des certificats d'authenticité qui peuvent être enregistrés dans la blockchain et sous forme donc de NFT. Eh bien, à ce jour, on a à peu près 10 000 projets de marques, des marques de luxe, des marques d'automobiles, des marques de vêtements, qui proposent des collections NFT associées à des produits physiques. Mais quand on sait le nombre d'entreprises et de marques existantes, aujourd'hui, c'est dérisoire par rapport au potentiel qui est face à nous. Deux autres éléments, c'est aussi, on a pendant longtemps le domaine de la blockchain, des cryptos, on avait vu ça un peu comme le Far West. Aujourd'hui, il y a une régulation qui se met en place, notamment en Europe, et on voit aussi l'arrivée des institutionnels, les banques, les fonds d'investissement, qui démontrent vraiment un intérêt croissant de tout secteur d'activité pour le Web3 et ses composantes. Alors, avant d'aborder ce que ça va réellement changer pour vous en tant que freelance ou en tant qu'utilisateur, je vous propose de répondre au sondage, voir si votre position a évolué au regard des éléments que je viens de vous présenter. Et ensuite, je vais laisser la parole à François qui va vous présenter différents cas d'usage. Tout à fait. Donc, merci Benjamin. Je viens de reposter le même sondage, en fait, la même question. Et on va tenter de vous convaincre pour ceux qui restent encore indécis. Voilà. Donc, à l'écran, on a voulu vous afficher en fait les grands cas d'usage qui se développent actuellement autour du Web3. Donc, on retrouve le Personal Online Data, le Digital Product Passport, le Real World Asset, la finance décentralisée, l'IA ou encore l'engagement de communautés et de fans. Donc, on ne va pas avoir le temps de tout aborder ensemble lors de ce webinaire. Donc, en fait, on a fait le choix de faire un focus sur 3 cas d'usage. D'accord ? Donc, qui seront le Digital Product Passport, le Real World Asset et la finance décentralisée. On abordera bien évidemment le sujet de l'IA dont tout le monde parle depuis un an et qui intéresse particulièrement les freelances que vous êtes. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de voir ensemble, en fait, à travers ces cas d'usage, comment, en tant que freelance, on va pouvoir profiter de cette révolution Web3, quelles sont les compétences qui sont recherchées aujourd'hui, quelles sont les compétences qui sont recherchées demain, et en fait, en d'autres termes, comment on va pouvoir booster sa carrière avec le Web3. Alors, on verra aussi comment, en tant qu'utilisateur et client d'une entreprise qui utilise le Web3, comment on va pouvoir tirer avantage du Web3, et comment, en tant qu'investisseur, quels sont les projets novateurs et les solutions innovantes sur lesquelles il est possible d'investir. Donc, le premier cas d'usage dont on voulait vous parler, c'est le Digital Product Passport, donc le DPP. Donc, c'est un cas d'usage qui est lié à la réglementation qui va rentrer en application en 2027 au niveau européen. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités pour des freelances qualifiés très prochainement. Donc, si vous êtes développeur, consultant, chef de projet, spécialisé dans Web3 et la techno blockchain, le marché va vraiment avoir besoin de vous prochainement. Donc, le DPP, ce Digital Product Passport, il a comme objectif de promouvoir une économie plus circulaire et durable avec plus de transparence. Donc, en fait, c'est un passeport numérique qui contient l'ensemble des informations détaillées sur le cycle complet d'un produit, de sa durabilité, sa réparabilité et de sa teneur en matériaux recyclés. Et grâce à ce passeport numérique, en fait, on va pouvoir, par exemple, connaître la provenance des matériaux et des produits tout au long de leur parcours. Et on va pouvoir aussi être capable de fournir des informations sur l'empreinte carbone liée à leur production. Donc, il y a des exemples concrets aujourd'hui qui se mettent en place. Dans le secteur de l'automobile, par exemple, si on considère une voiture qui est composée de milliers de composants, eh bien, on va pouvoir connaître la liste de tous les composants, connaître l'empreinte carbone au niveau des composants et au niveau de la voiture, et connaître quel matériau va être recyclable pour sa fin de vie. De la même manière, en fait, on peut appliquer ce DDP à d'autres secteurs comme l'électronique ou l'informatique.
avec nos smartphones, nos télévisions, nos iPads, dans la vie de tous les jours. Un autre secteur qui va être impacté, ça va être le secteur de la grande distribution. Donc là, je pense notamment au supermarché. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, on va pouvoir scanner en fait un QR code sur un produit et à partir de ce scan, on va retrouver instantanément leur origine et leur composition. D'accord ? Donc le DPP, ce passeport numérique, va vraiment révolutionner notre manière de consommer et de produire. Donc les entreprises, en fait, elles ont déjà commencé à travailler sur le sujet et elles vont s'appuyer notamment justement sur ces concepts du Web3 et de la technologie blockchain parce qu'elles ont des vertus en fait de traçabilité, de transparence et de fiabilité. Et comme le passeport est obligatoire dans l'Union européenne et qui va se généraliser en fait à un plus grand nombre de produits au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, eh bien, ça va générer vraiment des opportunités pour vous en tant que freelance. C'est-à-dire que l'écosystème Web3 blockchain va avoir besoin de vous prochainement, clairement. Là, je pense par exemple aux développeurs blockchain qui auront des compétences en Solidity et en Rust, par exemple, donc qui sont des langages de programmation, ou à des développeurs qui vont créer des applications décentralisées, qu'on appelle aussi des apps sur la blockchain, ou des consultants techniques, par exemple, qui pourraient faire l'intégration de systèmes entre le système d'information du client et une blockchain. Eh bien, il y aura vraiment des opportunités. Bien évidemment, on aura aussi besoin de consultants fonctionnels, de chefs de projet, de product owners, de managers, pour accompagner en fait les clients et définir les process métiers donc, pour ces clients et pour les mettre en place aussi avec les technologies Web3 et blockchain. Donc, on a déjà des premières questions. Je ne sais pas si on peut déjà y répondre. Il y a Gilbert, bonjour Gilbert, qui nous a posé 2 questions. C'est qui va payer le DPP, qui va le financer, et à quel point ça va augmenter le prix des produits? D'accord. Alors, qui va payer, ce sera… en fait, c'est les entreprises qui vont mettre en place ce DPP. D'accord. Donc, chaque entreprise va pouvoir se connecter, mettre en place sa solution sur une blockchain. Donc, faire le choix en fait, de la solution technique, de cette intégration. Après, c'est une norme européenne qui va être obligatoire. Donc, c'est l'entreprise. Du coup, ça veut dire que c'est la grande distribution qui va payer. Chaque secteur, en fait, chaque entreprise des secteurs touchés vont devoir déployer une solution en interne et la proposer en fait pour leurs clients. Donc, c'est l'entreprise qui va… oui, comme toute réglementation, c'est effectivement des investissements que les entreprises vont devoir supporter. On est un peu dans la même logique que le règlement RGPD il y a quelques années, avec la protection des données, où on va avoir cette même logique. Et on retrouve ça aussi sur… là, François a parlé d'empreinte carbone. On a des obligations, les entreprises ont des obligations aujourd'hui de calcul de leur empreinte carbone. Donc, effectivement, ce sera charge aux entreprises. Et il y a Mickaël. Ah oui, William, exactement, c'est exactement ça. Et Mickaël qui demande du coup comment on s'assure de la validité des données qui sont rentrées dans la blockchain. Après, alors ça, c'est vrai que n'importe quel système en fait. C'est-à-dire que plus on va aller dans le temps, plus on va pouvoir automatiser en fait cette intégration de données. Par exemple, sur une chaîne de production, il pourrait y avoir des caméras qui regardent si le produit a bien suivi la mise en conformité qu'on lui a demandé avant d'être empaqueté, par exemple, dans un carton, imaginons. L'objectif, c'est d'automatiser en fait tous les process pour s'assurer que les données qui sont renseignées sur la blockchain sont correctes. Après, aujourd'hui, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, mais ce problème en fait est vrai avec n'importe quelle technologie en fait. Ouais. Et c'est justement, quelque part, je retourne la question, c'est une bonne opportunité aussi de réfléchir à comment ça pourrait être implémenté et justement de proposer des best practices. C'est pour moi une belle opportunité justement en tant que freelance que de répondre à ces problématiques-là. Comment on fait le parallèle entre l'information qu'on collecte, sa véracité avant de l'enregistrer dans la blockchain. C'est ça. Par contre, en revanche, une fois qu'elle est inscrite sur la blockchain,
la donnée, elle est immuable, c'est-à-dire qu'elle restera, quoi qu'il arrive, et elle sera visible de tous. D'accord ? Donc, on ne pourra pas venir la falsifier une fois qu'elle sera enregistrée. Oui, ça c'est important. Et on a Anthony qui se demande pourquoi le Web3, en fait, pour la DPP et pas une simple base de données. Est-ce que ça s'est imposé au niveau de l'UE? Alors, la base de données, en fait, la base de données, c'est, quelque part, la blockchain, c'est une base de données. Son avantage par rapport à une base de données traditionnelle que l'on connaît, c'est qu'elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la main d'une autorité, donc une entreprise, par exemple. On va prendre l'exemple d'une banque. Les transactions financières qui peuvent être faites au travers de la blockchain, elles sont donc disponibles à quiconque peut aller à accès au réseau Internet et peut aller consulter les informations de la blockchain. Ce qui n'est pas le cas si vous voulez consulter les informations, les transactions financières d'une banque. Aujourd'hui, vous pouvez regarder votre espace client pour savoir ce qui s'est passé à votre niveau, mais vous ne pouvez pas aller voir ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise ou de la banque en question. Donc là, ce côté transparence, traçabilité et de la blockchain associé donc au côté immuable de l'information. Donc, dès lors qu'une information est enregistrée dans la blockchain, si elle est fausse pour toute la vie. Si elle est vraie, à contrario, elle est vraie pour toute la vie également. On ne peut pas venir changer l'histoire sur une blockchain, contrairement à une base de données. Oui. Par exemple, les GAFAM, ils ont des bases de données centralisées aujourd'hui pour gérer leurs clients. Donc régulièrement, il y a des hacks. On voit bien que nos données personnelles, en fait, elles sont dispersées partout sur Internet aujourd'hui, parce qu'en fait, ces GAFAM ne sont pas capables de sécuriser vraiment les données correctement. Et par contre, sur une blockchain, en fait, comme elle est décentralisée, la donnée est éparpillée et elle est accessible via de la cryptographie, il est quasi impossible, voire impossible, en fait, d'extraire les données personnelles des clients pour s'en servir. Voilà. C'est vraiment l'avantage de la décentralisation. Ok. Et du coup, il y a Renaud qui se demande si ça la rend aussi gratuite pour la société STABZero. Alors, pour faire fonctionner une blockchain, en fait, il y a ce qu'on appelle des validateurs, c'est-à-dire c'est des data centers, en fait, qui valident chaque transaction. Donc, eux, leur métier, en fait, c'est de s'assurer de la sécurité de la blockchain et justement de valider ces transactions. Et donc, nous, en tant qu'utilisateurs, on va payer des frais de transaction, mais qui sont quand même extrêmement faibles par rapport à la gestion d'une base de données. Voilà. Ouais. Oui, alors il peut y avoir plusieurs modèles de blockchain aussi. Hein. Il y a des blockchains publics, des blockchains privés, des blockchains hybrides. Donc, tout ça, ce sont effectivement des interrogations. Je reviens sur les opportunités. Hein. C'est des questions qui pourraient être amenées à être évoquées dans le cadre de la mise en place d'un DPP pour telle ou telle entreprise. Et justement, mesurer les avantages versus les inconvénients de tel ou tel modèle, de telle ou telle architecture. Je propose qu'on avance et puis après, on va avancer sur le reste des sujets, puis on reprendra certaines questions à la fin. Oui, tout à fait, avec plaisir. L'autre cas d'usage que nous souhaitions aborder aujourd'hui, c'est le cas d'usage du RWA, donc Real World Asset. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on en parle. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui devient de plus en plus pressant, dans le sens où, alors je vais déjà revenir quand même sur ce que c'est que le RWA avant. Donc, ça désigne n'importe quel actif physique ou financier qui est enregistré sur la blockchain. Donc, par exemple, en tant que client d'une marque de luxe, si demain vous achetez un sac à main, un bijou ou une montre, eh bien, il y aura un enregistrement qui sera inscrit sur la blockchain et qui certifiera que l'objet est authentique et qu'il vous appartient. Donc, pour cela, en fait, on va s'appuyer sur le concept de NFT. Donc là, je pense par exemple aux marques comme Louis Vuitton, qui a vendu un NFT récemment concernant une malle virtuelle à plus de 6 000 €. Il y a aussi la société Rimowa qui a composé une collection de NFT pour des valises cabines dernièrement. Donc voilà, en ce moment, il y a pas mal beaucoup d'industries, en fait, d'entreprises mettent en place des collections NFT. Mais avec les RWA, on va pouvoir aller plus loin avec ce qu'on appelle la tokenisation. Et cette tokenisation, elle s'adresse notamment aux investisseurs.
Donc, quand on parle de tokenisation, en fait, on parle de part ou de fraction d'un objet physique. Donc, il est possible de faire de la multipropriété en découpant un objet en plusieurs petites parts égales, où chaque propriétaire détient une part de l'objet. D'accord ? Donc, cela va permettre de démocratiser l'investissement en donnant accès en fait, à un plus grand nombre d'investissements sans barrière de prix. C'est-à-dire qu'on va pouvoir investir dans des solutions à partir de quelques euros par mois, avec des frais d'achat, de vente d'achat et de vente extrêmement réduits. Dans l'immobilier, par exemple, il sera plus nécessaire d'acheter un appartement dans sa totalité pour faire du locatif. Je pense à la société, par exemple, Realty, qui est une société américaine et qui permet en fait de générer des revenus locatifs en proposant d'acheter des parts d'immeubles à moindre frais, contrairement aux SCPI qu'on connaît tous. Dans la finance, la JP Morgan, donc une banque américaine, qui a proposé donc, sa solution donc, Onyx, et qui permet d'acheter des parts de titres financiers. C'est-à-dire qu'il va être possible d'acheter des actions Microsoft, Apple, Total, peu importe, à des coûts réduits, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour vous donner en fait une idée de l'importance en fait, du marché du RWA, selon une étude en fait, HSBC et Northern Trust, 5 à 10% de tous les actifs, au monde seront tokenisés. Donc ce marché, en fait, il va représenter plus de 19 000 milliards de dollars en 2030, alors qu'aujourd'hui, il ne représente que 300 milliards. Donc c'est vraiment vertigineux. On est vraiment sur une courbe d'adoption exponentielle. Donc là encore, le marché, il va être à la recherche de compétences techniques et fonctionnelles pour les personnes qui comprennent les concepts du Web3 et ont été formés à la technologie blockchain. Donc, il y a vraiment un virage à prendre si vous souhaitez booster votre carrière. Voilà. Donc, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle révolution. On a Adrien qui se demande si ça a une reconnaissance légale. Alors, en fait, ça va être un titre de propriété dématérialisé. On pourrait l'avoir aujourd'hui... ça existe déjà quelque part. Hein. Vous allez, si on reprend l'exemple de l'immobilier, votre notaire, il peut vous scanner votre acte de propriété et donc, quelque part, c'est l'acte de propriété qui est légal et il peut être scanné. En revanche, l'acte de propriété, il peut être falsifié, il peut être démultiplié. Là, le gros avantage d'avoir un certificat d'authenticité inscrit sur la blockchain sous forme de NFT, c'est son côté non fongible, c'est-à-dire qu'il est un et unique. Il ne peut pas être interchangé, et donc c'est ça qui procure sa véracité. Et ensuite, le côté propriété, il est associé à une personne, ou une entreprise, hein, bien sûr, parce que les entreprises peuvent être aussi propriétaires. C'est ce qui garantit donc le côté propriété. Après, comme je le disais tout à l'heure, en préambule, on est dans une phase de régulation, de réglementation. Donc souvent, les technologies arrivent avec des innovations qui poussent ensuite la réglementation. Ce que je pouvais ajouter aussi sur le RWA et les NFT, donc, parce que François a cité donc, des différents cas d'usage. Donc, bien sûr, il y a le côté certificat d'authenticité. Il y a aussi le côté, François a évoqué une malle virtuelle Louis Vuitton. Donc, il peut y avoir un aspect spéculatif. Mais derrière, les marques aujourd'hui peuvent créer des collections sans qu'ils soient, créer des NFT qui ne seront pas forcément associés à des produits physiques tout de suite, mais qui peuvent engendrer des process, de l'engagement client, une façon différente de marketer leurs produits, d'engager leur communauté pour créer justement des produits qui sont plus en phase avec les attentes. Donc, il y a vraiment une façon différente de penser la relation client qui peut être faite au travers des real world assets. Il y a une question de Nicolas, en fait, qui rebondit sur le cas de Realty. Effectivement, c'est une société dont le fondateur est français, qui est maintenant aux États-Unis. Alors, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de l'immobilier. L'immobilier en France, on est vraiment sur un secteur très particulier dans le sens où
il y a tout un groupement de notaires en fait, qui gère les transactions. Il y a des il y a toute une législation en fait, qui est vraiment particulière, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays, en tout cas. Donc, le RWA, c'est vrai qu'il va plus s'exercer aujourd'hui dans d'autres pays que la France, comme aux États-Unis, qu'en France. Mais on est vraiment au début, en fait, de la réglementation. Donc, on y viendra tôt ou tard. Alors, ce n'est pas forcément dans 1 an ou dans 2 ans en France, peut-être dans 20 ans, je ne sais pas. Par contre, clairement, je parle de l'immobilier, en tout cas, il y a vraiment des opportunités, en tout cas, qui se créent partout dans le monde. Et dans le secteur de la grande distribution, là, pour le coup, c'est quelque chose qui arrive de façon imminente. Ouais. Il y a des projets dans tous les secteurs. En France, on est adepte du vin, on est reconnu pour notre expertise dans le vin. Il y a une société qui s'appelle Intercellar qui propose la tokenisation de bouteilles de vin. Alors, avec des partenariats avec des grandes maisons, des grands châteaux, et toute une logique derrière donc, bien sûr, vous allez avoir un NFT, mais ce NFT va être détruit dès lors que vous consommez la bouteille, ou alors vous allez pouvoir imaginer tout un tas d'expériences pour les propriétaires de bouteilles, et donc a fortiori de NFT. Enfin, il y a vraiment plein de choses à imaginer et de cas d'usage divers et variés, tant par industrie que par type de produit. Ouais, tout à fait. Il y a une question de Rudy aussi qui demande en fait sur quelle plateforme de formation on le conseille en fait de se former. Donc c'est un sujet dont on reparlera, je pense, à la fin du webinaire. Ouais. On y reviendra. Ok. Oui, tout à fait. Donc un autre cas d'usage qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est le cas d'usage de la DeFi, donc Decentralized Finance, ou DeFi, finance décentralisée en français. Donc en fait, c'est un terme qui désigne les solutions financières basées sur la blockchain. Depuis plusieurs années, en fait, maintenant, certains produits de la finance traditionnelle ont été répliqués sur la blockchain, et il est possible de faire des prêts, des emprunts, des placements directement sur la blockchain aujourd'hui. Ces produits, en fait, ils fonctionnent sans intermédiaire financier, c'est-à-dire sans banque, sans courtier. On les a remplacés, en fait, par la blockchain, avec la mise en place de ce qu'on appelle des programmes intelligents ou smart contracts qui fonctionnent de manière autonome, en fait. Donc, contrairement aux produits de la finance traditionnelle qui sont proposés par les banques et les courtiers, en fait, les produits de la DeFi sont accessibles par tout le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec des coûts extrêmement faibles. Donc, il y a un indicateur qui est vraiment parlant et qui montre que ce secteur, en fait, est en pleine expansion. C'est l'indicateur de la TVL. Donc, la TVL, ça veut dire Total Value Locked. Donc, ça représente le montant total de l'argent qui est placé sur la blockchain à l'instant T. Aujourd'hui, à l'instant T, il y a autour de 50 milliards de dollars qui sont placés sur la blockchain au niveau de la DeFi. Et on estime qu'en 2030, cela va représenter plus de 800 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment aussi, là encore, on est sur un marché en forte croissance. Et ça veut dire que ça va être aussi un accélérateur de carrière si vous montez en compétences donc sur ces sujets, clairement, Web3, blockchain. Oui, et puis je le répète, mais on balaye effectivement tout type de métier, que ce soit réglementaire, que ce soit technique, que ce soit chef de projet, product owner. Il y a vraiment l'évolution, on est à l'aube d'une révolution, et donc tous les métiers vont être concernés. Donc, j'espère effectivement qu'avec François, là, au travers des cas d'usage qu'on a présentés et au regard des questions que vous avez posées, vous avez, même si je reviens un petit peu sur les chats, et alors c'était sur les sondages, pardon. C'est marrant parce que entre les deux sondages, c'est vraiment quasiment ex aequo. Donc c'est intéressant, même s'il y a plus de répondants au deuxième. Donc en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Et on voit quand même que il y a une petite majorité pour la révolution. Donc très bien. Bon, on espère vous convaincre tous, en tout cas la plupart, d'ici la fin du webinaire. Et ce que je voulais dire, donc,
Donc, au-delà des avantages qu'on a voulu mettre en avant, tant dans votre carrière de freelance pour des nouvelles opportunités de mission que dans vos usages personnels ou de consommateurs qui viendront par la suite. Mais c'est un petit peu, on est comme avec les réseaux sociaux ou Internet il y a 30 ans. On se disait, on regardait ça de loin, on se disait j'en ai pas besoin, et aujourd'hui, on les utilise quotidiennement, plusieurs fois par jour, sans s'en rendre compte. Demain, ça sera pareil avec le Web3. Et avec, on se posera peut-être pas forcément la question de quelle est la blockchain derrière, quel est le NFT qui est derrière, mais on l'utilisera. Comme aujourd'hui, lorsqu'on va sur un site internet, on n'est pas en train de se dire est-ce qu'il est codé en Python, en Java ou autre chose. Voilà, donc on sera sur la même logique. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup de travaux qui seront menés par les entreprises. Tout ça pour dire qu'au-delà des avantages qu'on peut avoir en tant que freelance et consommateur, il y a aussi donc, l'investissement Web3. L'investissement Web3, il y a une palette de produits, comme il y a une palette de produits proposés par la finance traditionnelle. Donc, c'est pareil au travers de la finance décentralisée. Et avec François, on veut vous présenter effectivement quelques produits de base pour vous initier et pour finalement, c'est écrit à côté de moi, pour booster votre capital, tant humain que financier, pour profiter doublement de ces opportunités-là. Donc, on ne rentrera pas dans le détail, mais les produits, si vous voulez, il y a les plateformes d'échange, centralisées ou décentralisées, qui permettent d'acheter des cryptoactifs. Il y a la notion de stacking, qui est de l'épargne. Il y a des produits avec un rendement plus important. On peut également emprunter ou prêter des assets digitaux et finalement être sa propre banque, quelque part, proposer ses propres services. Et il y a encore un tas d'autres services qui existent, mais qui feront peut-être l'objet d'un prochain webinaire, mais en tout cas, là, on va se concentrer sur les principaux. Avant d'aller un peu plus loin, François et moi, on est comme vous, nous sommes freelance. Freelance, il l'a dit François, CRM et Web3. Donc, tout ce qu'on va vous présenter par la suite n'est que le reflet de notre expérience en tant qu'investisseur et n'a pas vocation à être des conseillers en investissement. Nous n'avons pas cette qualification-là, donc c'est important de le prendre en compte. Mais ce qu'on veut vous apporter, c'est ce retour d'expérience, tant sur la partie Web3 que sur la partie investissement, pour vous présenter les opportunités qui existent. François, je te laisse continuer. Oui, merci Benjamin. Donc pour vous donner une idée en fait, des rendements actuels de la DeFi en comparaison avec la finance classique qu'on utilise tous avec les banques, en fait, on va vous présenter deux types de placements qu'on utilise aussi à titre personnel. Donc le premier placement qui est basique, qu'on appelle placement garanti, du type livret A, en fait, existe sur la blockchain. Et si je place, par exemple, 10 000 € sur une crypto qui est non volatile, donc de type stablecoin, c'est-à-dire que c'est une crypto en fait, qui suit l'indice de l'euro, eh bien, je peux obtenir un rendement de 6,79%. C'est en fait le rendement qu'on a constaté en mai 2024 en mode flexible, qui veut dire que je peux retirer mon capital à tout moment. De plus, les intérêts en fait, sont versés quotidiennement et peuvent être automatiquement en fait, réinvestis si on souhaite évidemment, ce qui va permettre de décupler le rendement. C'est la notion d'intérêt composé. Et un autre avantage de ce placement, c'est qu'il n'y a pas de frais d'entrée en fait, et de sortie. Donc, on est vraiment sur des rendements qui sont bien supérieurs au livret A, sachant que c'est vraiment un placement de base. En fait. Le second placement dont on voulait vous parler, donc c'est un placement qui est là beaucoup plus dynamique. C'est pour vous montrer en fait qu'il y a d'autres produits qui existent sur la blockchain et qui sont très simples à utiliser. Donc là, on va être capable de cumuler la volatilité d'une crypto-monnaie avec un placement fixe ou flexible comme on l'a vu précédemment. Donc, imaginons qu'on prenne une crypto-monnaie du type Ether, de la blockchain Ethereum. Donc, je rappelle que l'Ether, en fait, c'est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation après le Bitcoin. Donc, imaginons que j'ai acheté en 2021 10 000 € d'Ether, donc à un coût d'acquisition moyen de 2 000 €. Donc, j'aurais eu 5 Ethers en 2021. Et si je les avais placés
sur un placement garanti, comme on a vu précédemment, eh bien, j'aurai aujourd'hui 6,05 Ether. D'accord ? Comme son cours moyen est de plus de 3 000 € actuellement, la valorisation totale en fait, de notre placement, il s'élèverait donc à 18 000 €. Donc, on voit bien en fait, que le rendement peut être vraiment plus important qu'un rendement traditionnel. Mais encore une fois, par contre, il y a quand même la notion de risque qui est importante. Il n'y a pas de placement ou de rendement important sans risque. D'accord ? Et justement, une façon de minimiser ce risque, c'est de sélectionner en fait, des crypto-monnaies qui ont une utilité forte et qui répondent à un besoin, à une problématique. Donc pour cela, en fait, on vous a montré, on a affiché 4 secteurs tendances à l'écran. Donc le gaming, le RWA, l'intelligence artificielle et le DePIN. Donc DePIN pour Decentralized Physical Infrastructure, c'est-à-dire infrastructure physique décentralisée, dont je vais reparler un petit peu plus tard. Donc pour le secteur du gaming, je pense que vous avez, pour la plupart d'entre vous, entendu parler de The Sandbox, qui est une plateforme de jeu basée sur la blockchain, où de grandes marques en fait, ont déjà acheté des terrains virtuels dans le métaverse pour faire la publicité. Donc c'était un narratif dans les années 2019-2020 et voilà, on commence à en reparler cette année. Le secteur du RWA, on en a déjà parlé précédemment, donc là je ne vais pas forcément y revenir. Le secteur de l'intelligence artificielle, on va retrouver notamment une blockchain qui s'appelle Bitensor, qui était inconnue en fait il y a 2 ans ou qui n'était même pas encore disponible. Maintenant, Bitensor fait partie des crypto-monnaies qui sont dans le top 50, je crois, de l'ensemble des crypto-monnaies dans le monde en termes de capitalisation. Et cette blockchain, en fait, permet aux utilisateurs de contribuer et de partager des données d'entraînement pour l'intelligence artificielle. Donc, elle vient vraiment en support d'autres solutions d'AI. Donc, c'est son avantage. Et dans le secteur du DePIN, donc des infrastructures décentralisées, eh bien, une crypto-monnaie, par exemple, comme RNDR, qui est basée sur la blockchain qui s'appelle Render et qui aide à fournir des ressources nécessaires, comme de la puissance de calcul, pour entraîner des modèles d'IA. Et pour pallier en fait, au manque de ressources physiques. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de NVIDIA. Je pense que oui, hein. On en parle beaucoup actuellement. NVIDIA, c'est une des 3 plus grosses sociétés au monde en termes de capitalisation. Donc, elle se bat avec Apple et Microsoft en fait, pour détenir la première place. Eh bien, NVIDIA en fait, répond justement à la problématique du manque de ressources physiques et les fournisseurs de tous les GAFAM. Donc, c'est pour ça qu'elle devient vraiment une société on va dire, énorme en termes de capitalisation. Et il existe une de la crypto, justement, RNDR, qui permet de répondre aux mêmes problématiques que NVIDIA, mais sur la blockchain. Donc, pour vous donner une idée, en fait, RNDR, il y a 2 ans, son cours était à 0,6 $. Aujourd'hui, il est à 7 $. D'accord ? Donc, il a été multiplié par 12. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour minimiser son risque, il vaut mieux, en fait, placer de l'argent, on va dire, sur des crypto-monnaies qui ont une forte utilité et qui répondent à une problématique. Ouais. Pour compléter ce que dit François, si je peux, le gaming, de toute façon, voilà, c'est les tendances de 2024. On est à mi-année, il reste encore du temps, mais sur le gaming, c'est l'industrie du jeu vidéo, c'est toujours en forte croissance. Et puis, donc il l'a dit, François, le DePIN, c'est pour répondre aux besoins de puissance de calcul. Et l'IA, on parle beaucoup depuis 1 an d'IA, mais on parle aussi des informations. La blockchain, au regard de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la traçabilité, la sécurisation de l'information, eh bien, ça va venir au soutien justement de l'IA pour s'assurer que telle ou telle information est bien véridique. D'où la nécessité d'où l'intérêt des projets IA sur la blockchain. Oui. Tout à fait. Alors, avec Benjamin, on voulait faire aussi un petit focus sur les bonnes pratiques de par notre expérience, on va dire en tant qu'investisseur. Donc, la première chose, en fait, c'est qu'il faut bien s'assurer de suivre les recommandations de professionnels ou d'experts en fait, avisés. Donc, on ne va pas forcément demander conseil au tonton, à son oncle lors d'un
d'un 24 décembre au soir lors d'un repas de famille, d'accord, on va toujours essayer de suivre le conseil de personnes certifiées. Il faut aussi n'engager que des montants dont vous n'avez pas besoin pour vivre au quotidien. D'accord. Il faut bien définir aussi vos objectifs et vos stratégies en termes d'achat et de vente avant même en fait, de vous engager. On ne va pas faire par exemple all-in sur un seul investissement. Donc, on va toujours privilégier la diversification du portefeuille. Et on ne va pas non plus changer de stratégie sur un coup de tête, même quand il y a de la volatilité. D'accord. Une forte baisse, une forte hausse. Ce n'est pas pour ça qu'on doit lâcher la stratégie qu'on a mis en place. Oui, parce que tout à l'heure, si je peux ajouter aussi, bien sûr, tout à l'heure, on vous a présenté, bon, c'est la réalité du marché tel qu'il est aujourd'hui, hein, mais sur l'exemple donné par François sur l'Ether, pardon, ce qui est important, c'est de définir sa stratégie et de se dire quand est-ce qu'on va sortir. Autrement dit, quand est-ce qu'on va revendre et de s'y tenir. Parce qu'on aurait très bien pu vous présenter le cas, faire ce webinaire il y a 1 an ou 1 an et demi. Le cours de l'Ethereum était beaucoup plus faible que celui auquel auquel le coût moyen d'achat était, dans l'exemple présenté. Mais voilà, il faut s'y tenir et tenir bon et, pour éviter quelques déconvenues. Ouais. Donc, nous souhaitions aussi vous présenter une méthode qu'on applique nous-mêmes, en fait, hein, et qui peut être vraiment très intéressante aussi quand on est débutant, qui s'appelle le DCA, donc le Dollar Cost Averaging. Donc, en fait, c'est une stratégie qui consiste à répartir vos investissements sur une période prolongée pour minimiser le risque. Donc, en achetant en fait des actifs à différents prix au lieu d'un prix unique, vous allez pouvoir lisser les risques et le coût moyen d'achat. D'accord ? Donc, il vaut mieux, par exemple, investir 100 € sur 10 semaines que 1 000 € d'un coup. Je vais laisser la main à Benjamin qui va parler de notre accompagnement. Oui, merci François. Du coup, voilà, on vous a présenté effectivement quelques cas d'usage, enfin un retour d'expérience assez basique, hein, mais pour voir les questions qu'il y a dans le chat, alors, par exemple sur la question de Nicolas sur la DeFi, alors si je la comprends bien, c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, dans les services proposés par la DeFi, il y a des produits très simples, comme ceux qu'on a exposés avec François, et il y a des produits plus compliqués. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Capital, c'est pour proposer un accompagnement qui va permettre donc, de comprendre les différents actifs digitaux, leurs propriétés, leurs classifications, également comprendre et savoir utiliser une plateforme d'achat-revente de crypto-monnaies, parce qu'il en existe des dizaines, certaines qui sont régulées, réglementées, donc entre guillemets autorisées sur le territoire français, d'autres qui ne le sont pas, donc c'est quand même important à prendre en compte. Il y a aussi la notion on souhaite vous accompagner dans la compréhension et dans la gestion d'un portefeuille, alors tant sur l'aspect portefeuille diversification, mais aussi la sécurisation de ces cryptoactifs, au travers notamment d'un cold wallet, hein, qu'on peut appeler ça un portefeuille numérique, si vous voulez, un coffre-fort numérique. Notre accompagnement aussi a pour objectif de vous aider à comprendre la fiscalité de l'investissement Web3, puisque en fonction de son statut particulier, entreprise, la fiscalité n'est pas du tout la même. Donc, voir quelles sont l'idée de vous accompagner à comprendre quels sont les intérêts à investir dans le Web3. Et puis, comme l'a fait avec la présentation des narratifs sur 2024, c'est de comprendre le marché, quelles sont les tendances, et puis l'élaboration de stratégies pour effectivement, encore une fois, comme on est sur des cycles, il y a une forte volatilité dans les assets digitaux, ça monte, ça descend, c'est vraiment les montagnes russes, mais globalement, un peu comme la bourse de toute façon, on voit que le marché est haussier au fil des années. Je voudrais rebondir sur une question de Michael concernant les coûts énergétiques en fait. Alors c'est vrai que si on regarde la blockchain Bitcoin, hein, qui est la première blockchain qui a été créée, donc elle est assez consommatrice, elle utilise ce qu'on appelle un consensus de proof of work, c'est-à-dire qu'il faut
dédier de la puissance de calcul pour arriver à résoudre des problématiques pour sécuriser la blockchain. Donc, c'est une blockchain consommatrice, mais qui quand même, aujourd'hui, fonctionne à plus de 50% grâce à des énergies renouvelables. D'accord ? Donc, ça s'améliore vraiment grandement. Et dans quelques années, on sera certainement à 90%. Et les blockchains surtout, qui se créent actuellement utilisent un autre consensus, en fait, qui est, par exemple, comme Ether, qui est sur le Proof of Stake, ou plein d'autres consensus. Il y en a plein, Proof of Authority, il y en a des dizaines, voire davantage. Eh bien, elles utilisent beaucoup moins de puissance de calcul pour valider, en fait, et sécuriser la blockchain. Donc, voilà, c'est comme disait Tristan, en réponse à Mickaël, il y en a qui consomment 99 fois moins, effectivement, que Bitcoin. Mais si je vais ajouter autre chose, alors certes, il y a des énergies renouvelables, effectivement, qui sont utilisées par les mineurs de Bitcoin mais pour des raisons économiques, tout simplement. Donc là, on n'aura pas le temps d'exposer le fonctionnement de la blockchain Bitcoin, mais pour pouvoir s'y retrouver d'un point de vue financier, ils sont effectivement, les mineurs de Bitcoin sont obligés de faire appel à de l'énergie verte, l'énergie renouvelable qui a un coût inférieur avec des fermes de panneaux solaires ou de l'éolien. Les blockchains aussi peuvent permettre, François parlait de data center tout à l'heure. J'ai vu un article il y a une semaine ou 15 jours où il y a une ville en Finlande qui est exclusivement chauffée au travers justement d'un data center qui mine du Bitcoin. Donc, tout ça, c'est une logique, une économie globale. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au final, les coûts énergétiques d'une blockchain sont toujours moins importants que les coûts énergétiques de la finance traditionnelle, la finance actuelle, pour imprimer de l'argent, pour les transactions internationales, et notamment parce qu'il y a cet aspect décentralisé, donc on peut réduire le nombre d'acteurs. Tout à fait. Alors, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, grâce au Hibou, on vous propose, et au travers du lien, alors on vous propose deux choses. En plus, je crois que c'est la période des soldes, là, ça a démarré hier, il me semble. On vous propose une session découverte gratuite via le lien qui est affiché, mais qu'on va remettre également dans la conversation, qui vous permettra donc d'échanger avec François et moi de manière plus confidentielle et de répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre pendant ce webinaire, et donc d'aller un peu plus loin dans les opportunités offertes par le Web3. Et également, donc, on propose une remise de 20% sur les différents accompagnements que l'on propose. Alors, je viens de mettre le lien pour la session découverte dans le chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus si vous le souhaitez pour vous inscrire. Ce sera un moment d'échange ensemble et pour voir si on peut effectivement vous accompagner. On prend peut-être les dernières questions ou remarques. Oui. Juste avant de prendre la dernière question, nous, on voulait faire un dernier sondage, justement pour savoir si vous envisagiez en fait d'investir dans le Web3. Donc, je le mets en ligne à l'instant. Voilà. Donc, ça peut être intéressant d'avoir votre retour sur le sujet. Effectivement, on va prendre des questions, oui. Alors, en attendant, voilà, alors je prends par le bas. Du coup, on a Nicolas qui nous demande comment les compagnies minières peuvent être rentables à long terme. Melvin divise les récompenses par 2 tous les 4 ans et le coût de travail est de plus en plus. Ouais. Tout à fait. Donc, Nicolas, en fait, fait référence à Bitcoin, je pense, à la blockchain Bitcoin. Donc, il y a un halving tous les 4 ans, en fait, qui consiste à diviser par 2 les récompenses des mineurs, c'est-à-dire des validateurs, c'est-à-dire des entreprises, en fait, qui résolvent des équations, on va dire, pour valider une transaction. Alors, en fait, ça avait déjà été prévu par le créateur ou le groupe de créateurs qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui avait déjà dit à l'époque, il y a 15 ans, que plus tard, les mineurs vivraient grâce aux frais de transaction et plus grâce aux récompenses
Voilà. Il faut savoir que le Bitcoin, en fait, possède 21 millions de Bitcoin en crypto-monnaie sur sa propre blockchain. Donc, c'est une blockchain qui ne créera jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Donc, on n'est pas sur un modèle inflationniste, contrairement, par exemple, aux monnaies qu'on utilise actuellement, comme l'euro et le dollar, où il y a une inflation de 2% minimum par an. Voilà. Donc, à terme, en fait, ce sera plutôt les frais de transaction qui feront vivre les mineurs. Oui, c'est important ce que dit François, parce que souvent, on pense aux rewards, aux récompenses qui sont attribuées en récompenses en Bitcoin, qui sont attribuées à chaque validation de bloc. Et effectivement, il y a, pour chaque transaction, on paye la transaction, et effectivement, c'est intéressant. Et on voit, de toute façon, le coût la valeur du Bitcoin aujourd'hui est de 60 ou 65 000 $. Aujourd'hui, elle était de 75 000 il y a quelques semaines. Donc mais il y a un an en arrière, elle était de 45 000, si je ne m'abuse. Donc, c'est volatile, mais on a des acteurs, des institutionnels, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui rentrent sur le marché avec, si vous avez entendu parler des ETF Bitcoin, on parle de réserve de valeur aujourd'hui au même titre que l'or. Voilà, donc on ne se pose pas ces questions pour quelqu'un qui fait de l'achat-revente d'or. Eh bien, on se posera pas c'est légitime de se poser la question aujourd'hui par rapport à Bitcoin, mais on ne se la posera plus dans quelques années. Ok. Je te reviens sur le sondage. Du coup, ça a quand même convaincu pas mal de personnes, puisqu'on a 70% qui vont au moins y réfléchir ou qui veulent carrément investir. Bon, super. Super, merci. Donc, on a peut-être le temps pour encore une ou deux questions. Oui, donc il y a Patrick qui demande quelles sont les certifications qui sont reconnues ou pertinentes dans le monde du Web3. Ça renvoie peut-être aussi à la question de la formation qu'on avait plus haut. Oui, exactement. Alors, il y a des écoles qui proposent maintenant des formations sur le sujet. Nous, à titre d'exemple, avec Benjamin, on a fait une formation à l'Université Paris-Dauphine qui s'appelle Blockchain et finances décentralisées. Donc, évidemment, on aborde le sujet du Web3, hein, clairement. Donc, c'est une formation qu'on recommande. Après, il en existe aussi d'autres. Il y a des formations e-learning, sinon. Et il y a aussi Polytechnique qui propose une formation. Il y a quelques grandes écoles. Il y a l'école de la blockchain également. Après, tout dépend des compétences que vous voulez acquérir. Est-ce que c'est des compétences donc plus dans la DeFi? Est-ce que ça va être des compétences plus dans les process, dans le Web3? Savoir est-ce qu'on propose à un client de la blockchain plus un métavers? Est-ce qu'on propose du NFT? Ou alors, est-ce que c'est vraiment des formations très techniques pour apprendre à coder en Rust ou en Solidity? Voilà. Il y a différents parcours aujourd'hui. On ne peut pas être formé à tout. Hein. Ça serait comme être formé aujourd'hui aux achats, à la comptabilité, au contrôle de gestion, au RH et au marketing. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Mais en tout cas… mais il y a des parcours qui sont certifiants. Oui, bien sûr. Reconnus, quoi. Oui. D'ailleurs, avec un cas d'usage qu'on n'a pas cité, mais du coup, j'en parle. Au travers de la certification que nous avons fait avec François à l'Université de Paris-Dauphine, nous avons notre certificat qui est enregistré dans la blockchain. Donc, vraiment, on va tendre vers cela aussi, que ce soit sur les diplômes, les certifications, de les enregistrer pour avoir une façon différente à la fois de valoriser son expérience et ses compétences, mais aussi de prouver la véracité de ce qu'on avance. Ok. Alors, je vais répondre à une dernière question. Oui. C'est sur la formation. Donc, c'est Rudy, en fait, qui nous demande en e-learning, quelle plateforme? Alors, moi, j'en connais une qui s'appelle Alira, qui est l'école de la blockchain, en fait, dont parlait tout à l'heure Benjamin. Voilà. Donc, il est possible de se former. Je ne fais pas la publicité. Moi, je n'ai pas suivi du tout ces formations, mais j'ai l'impression que les avis sont plutôt bons. Voilà. Juste un exemple. Et pour terminer, donc Nicolas qui demande s'il y a déjà des opportunités actuellement qui existent en France
Il a un profil chef de projet, product manager. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que la société Biln, par exemple, alors, BILN peut-être, je ne sais plus exactement, qui recrute actuellement. Enfin, voilà, j'ai entendu parler cette semaine. Je crois que c'est ce nom-là, mais je ne suis pas sûr. Donc, on est déjà dans le présent, en tout cas, Tout à fait. Ouais. pour former à ces sujets. Il Je y vois a qu'il est des déjà ESN qui sont... Pardon, oui, il y a des Oui. ESN qui sont déjà spécialisés sur le sujet. Il y a des grands groupes qui montent des divisions Web3 ou blockchain. Donc oui, on est déjà c'est déjà la réalité. C'est déjà au cœur de l'actualité. Ok. On est au tout début de la révolution, c'est ça. Super. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Moi-même, ça m'a beaucoup éclairé sur le sujet. Je rappelle que le replay va être envoyé d'ici demain. Donc, si vous voulez revoir la session, il n'y a pas de problème, ainsi que pour ceux qui ont manqué une partie. Vous avez donc le lien dans le chat pour contacter Benjamin et François. Il y a également une adresse mail là qui s'affiche, contact@capital.com. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aller un petit peu plus loin, voilà, si vous voulez être accompagné pour investir également. Et je vous remercie d'avoir suivi cette session. Je remercie Benjamin et François pour leur présentation. Et j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine fois donc pour un autre sujet. Et je crois que notre prochain sujet, on change complètement, ce sera sur la santé. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Benjamin et François. Merci, et Gaël. à très bientôt. Merci. Bonne Bonne journée. Bonne fin de semaine.